Edwige. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition régionale. Voici les titres que nous allons développer. Ça ne vous aura pas échappé, le froid et la neige sont arrivés avec beaucoup d'avance. Une première alerte dans la saison qui annonce la fermeture de certains cols en montagne. Plus de précisions dans quelques instants. Octobre rose, la campagne de prévention et de lutte contre le cancer du sein continue jusqu'à la fin du mois. Pour en parler, Anne-Cécile Philippe, chirurgien au CHU de Grenoble, sera notre invitée dans ce journal. Enfin, la météo, froid et grisaille, je vous le dis à l'instant, domine cette journée hivernale. Les températures seront comprises entre 5 et 10 degrés au maximum, toujours nettement en dessous des normales de saison. Voilà, je vous le disais à l'instant dans le point météo, le froid et la neige invité surprise de cette mi-octobre. Conséquence, différents cols des Alpes sont déjà fermés à la circulation. Le point ce matin avec Céline Aubert et Franck Serroni depuis le col de la Madeleine. Regardez cette boule de neige. C'est la première de la saison, enfin l'une des premières de la saison. Pas assez, vous me direz, pour faire un bonhomme de neige, mais assez toutefois pour fermer la plupart des cols de la Savoie. Et c'est ainsi que le col de la Madeleine, où nous sommes actuellement, mais aussi le col de l'Iseran, le Galibier ou encore le Mont-Cenis, eh bien tous ces cols de Haute-Maurienne et de Tarentaise, ils ont été fermés hier sur décision du Conseil départemental de la Savoie. Il faut dire que les 2 dernières nuits ont été particulièrement froides et qu'il y a eu de fortes précipitations. Il a neigé au-dessus de 800 mètres d'altitude. Alors les hommes du conseil départemental, ils sont sur le pont particulièrement mobilisés depuis quelques heures. On les a vus sur le terrain pour le déneigement notamment, mais aussi parce qu'ils sont en avance sur la période qu'ils appellent la période de viabilité hivernale, période au cours de laquelle ils s'assurent que toutes les routes sont prêtes à affronter l'hiver et que les cols dangereux sont fermés, notamment pour éviter que des personnes en voiture puissent les emprunter la nuit. Alors je vous propose, pour plus de précision, d'écouter Stéphane Hutto. Il est le responsable de la Tarentaise et de la Maurienne pour le conseil départemental de la Savoie. Écoutez. On a fermé préventivement la plupart des cols savoyards hier soir et on est en train de traiter la plupart des cols pour les réouvrir aujourd'hui. Avec encore quelques incertitudes sur certains cols, avec des... En fait, on a toujours 2 versants sur un col et on a toujours un côté qui est beaucoup plus dur à revenir, c'est-à-dire que la glace est beaucoup plus dure à enlever et donc du coup on attend la mi-journée pour savoir si on arrivera à les réouvrir. Voilà, un sujet plus complet dans notre édition de 19h, bien sûr. Y a-t-il une nouvelle affaire de pédophilie à Villefontaine? Cette question est posée sur notre site alpes.france3.fr. Selon une information révélée par Lyon Mag, des parents d'élèves de la maternelle Les 4 Vents ont porté plainte pour une agression sexuelle qu'aurait subi leur enfant en octobre. L'information a été confirmée ce matin par Mathieu Bourrette, procureur de la République de Vienne. Des ambassadeurs suisses de la mobilité propre étaient hier à Grenoble. La société Car Postal présentait l'un de ses 5 bus à hydrogène. Les machines sont en service depuis 4 ans dans la ville de Brugge, au nord du pays. Ces véhicules disposent de 400 km d'autonomie. Ils fonctionnent grâce à l'électricité produite par une pile à combustible. On écoute Beat Müller, le directeur international de Car Postal. L'avantage du bus, évidemment, c'est qu'il est propre, c'est-à-dire qu'il n'émet que de l'eau, parce que l'hydrogène, quand il est retransformé en électricité, ne se transforme qu'en eau et en énergie. Et de l'autre côté, effectivement, ça alimente des moteurs électriques qui, par définition, sont beaucoup plus silencieuses et beaucoup plus douces en conduite, et donc en confort accru pour les usagers. Octobre rose en pleine campagne, comme chaque année depuis 1992. Avant d'en parler avec notre invité, faisons le point avec Valérie Chastelan sur l'importance de se faire dépister quand on sait que cette maladie provoque plus de 11 000 décès chaque année. Regardez. C'est le premier cancer féminin, 49 000 nouveaux cas par an, 11 500 décès selon la Ligue contre le cancer. Dès 1991 en Isère, un dépistage systématique est proposé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, chapeauté par l'ODLC, l'Office départemental de lutte contre le cancer. Il est généralisé à toute la France en 2004.
Avec cette double lecture, c'est-à-dire que le cliché de votre mammographie, une fois analysé par le radiologue, est envoyé et relu par d'autres experts. Et selon l'EDLC, cela permettrait de dépister 10% de cancer du sein en plus à des stades précoces. Et l'intérêt de dépister à un stade précoce est d'augmenter les chances de guérison, mais aussi de proposer des traitements moins agressifs, moins mutilants, avec moins d'effets secondaires. Problème, seulement 52,7% des femmes dans la tranche d'âge visée vont se faire dépister. L'angoisse de subir une mammographie que certaines jugent vraiment désagréable et la peur de découvrir cette fameuse petite boule qui vous fait en un cliché basculer dans le camp de la maladie. Octobre Rose est donc là pour expliquer, apprivoiser, discuter avec ces femmes au travers de multiples manifestations et de témoignages de celles qui ont traversé et vaincu la maladie. Alors, Octobre Rose, la mobilisation continue plus que jamais. Demain, dans l'Isère, une porte ouverte sera organisée au CHU de Grenoble. Pour en parler, Anne-Cécile Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, avant d'aborder la porte ouverte de demain, d'abord, parlons des premiers pas de l'examen que redoutent beaucoup de femmes. Comment faire pour les rassurer ? Alors effectivement, cet examen est redouté par les femmes. C'est un examen qui est effectué par un radiologue et il peut être source d'inconfort chez certaines femmes. On ne peut pas parler forcément de véritable douleur, mais en tout cas d'inconfort. C'est une radiologie de la glande mammaire et il est vrai que ça peut être source d'un inconfort. En revanche, le bénéfice obtenu de cet examen doit faire inciter le maximum de patientes à quand même pouvoir en bénéficier et d'autant plus que ce geste est très rapide et que l'inconfort ressenti dure quelques secondes. Le résultat peut faire peur aussi ? Et le résultat peut faire peur parce qu'effectivement, comme on le dit dans le reportage, on bascule à ce moment-là de l'autre côté, du côté de la malade, et ça fait peur. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif du dépistage, c'est de dépister des tumeurs le plus petit possible et donc à ce moment-là de changer complètement le pronostic de ces tumeurs. On sait que les femmes à risque élevé seront prises en charge à 100% dès le printemps prochain. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé. Est-ce que c'était important de passer Alors tout à fait, les cancers du sein génétiques représentent une faible partie des cancers du sein, 5% environ, mais cependant chez ces patientes mutées, chez ces familles à risque, un taux important de cancer est retrouvé. Donc il est très important de les dépister, de pouvoir connaître ces familles à risque, de les suivre, et de pouvoir ainsi les suivre et leur proposer un programme personnalisé de suivi et évidemment d'être pris en charge en totalité. Alors vous en parliez il y a quelques instants, grâce à un dépistage précoce, on peut sauver 9 femmes sur 10. Ça veut dire que les thérapies sont plus ciblées, presque sur mesure. Comment ça se passe aujourd'hui ? Effectivement, grâce à un dépistage précoce, on détecte des tumeurs plus petites. Donc qui dit tumeur plus petite dit la possibilité d'avoir des traitements moins agressifs. Je pense particulièrement à la chirurgie, où aujourd'hui près de 2 femmes sur 3 vont pouvoir avoir un traitement conservateur, c'est-à-dire une tumorectomie simple et pas une mastectomie. Pareil pour l'exérèse des ganglions au niveau du creux axillaire. On peut aujourd'hui proposer la technique du ganglion sentinelle et éviter les séquelles du curage. Et puis pareil, la meilleure connaissance de la biologie des tumeurs permet d'avoir des traitements adaptés à chaque patiente et moins agressifs. Rapidement, le programme de demain au CHU, porte ouverte, à quelle heure ? Comment ça se passe ? De 9h à 13h. L'objectif, c'est rencontrer les équipes, c'est de discuter ensemble, faire des petits ateliers et puis visiter les blocs opératoires également. Merci beaucoup Anne-Cécile Philippe. Journée plutôt particulière à l'hôtel de région à Lyon. C'était en effet la dernière séance plénière du Conseil régional Rhône-Alpes avant la fusion avec l'Auvergne. Une page qui se tourne mais sans discours solennel pour autant. Reportage Sylvie Cosolino et Claire Chéry-Pella. Il ne faut pas croire, les élus sont comme les enfants. Quand cela sent la fin des cours, finit la ponctualité. Pour cette dernière session plénière du Conseil régional version Rhône-Alpes, certains élus contenaient avec peine leur émotion. C'est une journée particulière pour tous, je pense, même si on n'a pas toujours tous été d'accord, bien évidemment. Je n'ai pas encore imaginé, mais c'est vrai, quand on voit les collègues qui disent alors c'est la dernière, c'est toute une aventure pour moi, que j'ai vécue pendant 5 ans, plus de 5 ans. Vous avez quand même une petite nostalgie, je le sens, pas des trémolos dans la voix, mais quand même. Non, mais un petit pincement au cœur, parce que c'est une présidence d'une assemblée qui ne sera plus la même la prochaine fois.
Un conseiller régional est un politique qui, même submergé par l'émotion, ne perd jamais vraiment le sens de la politique. C'est aussi la porte qui s'ouvre vers nos amis auvergnats avec, pour la prochaine mandature, eh bien, un travail énorme à accomplir, mais un super challenge. On va changer d'organisation, donc il y a une nostalgie. Et puis il y a une deuxième dimension qui est peut-être moins noble, et qui est le fait qu'on est à la fin d'un mandat. Et que pour certains, ils sont sûrs d'être là à nouveau, d'autres, ils ne seront pas forcément là. Les débats à l'ordre du jour ont bien été assurés, on s'est écharpé avec courtoisie. L'élargissement à la grande région donnera encore certainement l'occasion de le faire. Il y a un autre chantier qui occupe déjà largement les deux régions, c'est la fusion administrative. 1500 personnes travaillent ici au siège de Rhône-Alpes, 370 à celui d'Auvergne. Qui dit fusion dit grincement de dents, mais toute redondance est interdite. Et vous l'aurez compris, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes nous promet encore de belles séquences émotions. Quatrième et dernier volet de notre série sur l'impact de la baisse des dotations de l'État auprès des collectivités locales. Face à l'inquiétude de l'ensemble des maires, l'État annonce dans le projet de loi des finances 2016 la mise en place d'une aide d'1 milliard d'euros. Denis Vignaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Un soir de semaine à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Dossier en main, les maires se retrouvent à la maison de la communauté de communes de Bièvre-Isère. Quand vous leur parlez baisse des dotations de l'État, leur message au gouvernement est très clair. Chacun défend son beefsteak. Chaque année, on perd au moins 60 000 euros. Ça va au-devant d'une catastrophe, une démobilisation. Si on continue à perdre de la dotation globale de fonctionnement, je ne sais pas comment, dans quelques années, on va pouvoir payer le personnel de la commune. Il est en train de nous étrangler, tout simplement. L'inquiétude est palpable dans ce territoire qui, depuis quelques années, joue la carte souhaitée par l'État de l'intercommunalité, passant successivement de 11 à 21 communes, puis à 41 au 1er janvier dernier, pour atteindre 55 au 1er janvier prochain. Un véritable effort pour répondre au problème de l'endettement. Pourtant, aujourd'hui, les élus ont le sentiment d'être sanctionnés. Interco et communes, ça représente 4%. Et ce que moi je dénonce, c'est qu'en fait, on nous fait peser 25% de cet effort sur le bloc communal, intercommunal, alors que c'est nous qui sommes au plus proche de la population. On nous demande davantage de choses sans ligne budgétaire en face et on nous réduit. À mon avis, c'est quand même bien l'usager qui à terme va en faire les frais. Mais quand on se tourne vers le représentant de l'État, l'analyse est différente. Je dispose de chiffres qui laissent entendre que les dépenses de fonctionnement, notamment de personnel dans les collectivités locales, connaissent constamment une augmentation qui fait débat. On ne peut pas attendre une aide de l'État si on n'a pas fait jouer d'abord les solidarités locales. Le tout dans un département qui, comparé à d'autres départements, n'est pas un département pauvre. Le message est clair et ferme, mais il est quand même assorti d'une bonne nouvelle. Un fonds de 2 milliards d'euros est mis en place dans le cadre du projet de loi finances 2016, notamment au bénéfice des territoires ruraux et des bourgs-centres. Et Dieu sait si l'Isère est face à cette problématique, donc ce seront d'excellentes nouvelles pour ces collectivités locales. Une partie du fonds étant par ailleurs consacrée à tout ce qui relève de la transition énergétique. Une aide qui sera sans aucun doute appréciée. Mais suffira-t-elle à calmer les inquiétudes? Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est qu'on arrive à réduire l'investissement et on sait bien que si les collectivités réduisent leur investissement, c'est tout le secteur du BTP et autres qui va en payer les frais. Et on sait déjà que sur l'année 2014, il y a déjà 60 à 80 000 emplois dans le BTP qui sont menacés et qui ont même été perdus avec une réduction de l'investissement à peu près à plus de 12,4%. Réduction de moitié des régions en 2017. Nouvelle carte intercommunale fondée sur les bassins de vie au 1er janvier 2018. Suppression des conseils départementaux à l'horizon 2021. En fait, au travers de tous ces bouleversements, en Isère comme ailleurs, on assiste à la naissance d'une nouvelle France politique. Prenons la direction de la Savoie où commence aujourd'hui le festival Grand Bivouac à Albertville. Comme chaque année, honneur aux grands voyageurs. Nous sommes en direct avec son directeur Bertrand Perret. Bonjour. M'entendez-vous? Bonjour. Alors cette année, 14e édition et encore de nombreux rendez-vous. Avec quoi allez-vous nous donner envie de venir, Bertrand Perret? Oui, c'est une très belle édition, effectivement. Nous avons des invités majeurs cette année avec la présence de Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste et traducteur, interprète du Dalai Lama, qui viendra demain pour une conférence sur l'altruisme. Axel Kahn est aussi présent, célèbre généticien qui a une passion pour la randonnée et qui a traversé la France
d'est en ouest, en fait des Ardennes jusqu'au Pays Basque, et puis l'autre diagonale, et il viendra nous parler des rencontres qu'il a faites et du paysage de la France qu'il a découvert, et surtout des Français tels qu'ils vont aujourd'hui. Nous aurons aussi Jean-Christophe Victor, qui est le producteur et l'animateur de l'émission Le Dessous des cartes sur Arte, qui donnait sa vision du monde et une vision prospective, voilà, pour nous permettre de comprendre à partir des paramètres qu'on connaît aujourd'hui quel sera le monde de demain. Donc c'est un festival qui nous permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, je pense, et de le rencontrer. Nous aurons aussi des invités du bout du monde, avec la présence de nonnes du Zanskar qui n'avaient jamais quitté leur vallée et qui viennent nous rendre visite à Albertville. Avez-vous des coups de cœur pour cette 14e édition à nous dévoiler? Alors moi j'ai une grosse attente en tout cas pour dimanche après-midi, avec la présence d'Indiens Kogi qui nous viennent de Colombie et qui sont porteurs d'un message, de préservation de la Terre, de la planète mère qui nous nourrit tous. Ils ont une sagesse millénaire qu'ils souhaitent absolument transmettre au monde, et nous sommes allés à leur rencontre, voilà, pour leur donner la parole, et ce sera le cas dans la projection rencontre qui s'appelle les Zigoneshi, l'autre voyage. Alors le Grand Bivouac, c'est environ 30 000 entrées à chaque fois. Qu'est-ce qui fait votre succès dans la durée? Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du public est intéressé par le monde. Le monde ne va pas toujours très bien. On en entend parler aux informations régulièrement des difficultés entre différentes cultures. Et je pense qu'il y a une véritable soif de découverte de la réalité, voilà, des expériences qui sont vécues à l'étranger, la réalité des cultures que l'on peut rencontrer. Et donc au Grand Bivouac, on a la chance de rencontrer des voyageurs qui viennent nous parler et témoigner finalement de première main. Chaque projection est suivie d'un échange avec le réalisateur, donc qui peut faire part de ce qu'il a rencontré sur place. Merci Bertrand Perret. Je rappelle que le Festival du Grand Bivouac, c'est à Albertville jusqu'à dimanche. Sachez également que notre émission La Voix est libre, présentée par Christian Deville, sera consacrée à ce festival demain dès 11h30 sur notre antenne. Restons dans le domaine de l'image avec un autre rendez-vous, un pionnier des festivals du film d'aventure, Fontaine en montagne, clôt ce soir sa 29e édition. Parmi les documentaires présentés hier soir, Across Antarctica, ou l'exploit d'un jeune couple qui a traversé l'Antarctique à ski et en autonomie. Damien Borelli, Dominique Bourget. Le vent me glace le visage. Le 14 novembre 2014, Stéphanie et Jérémy Giquel se sont lancés dans un incroyable défi, traverser l'Antarctique à ski en passant par le pôle Sud. Le couple va parcourir 2045 km en 74 jours, affronter des températures polaires tout en filmant leur expédition. On a eu des températures de -20, -25, mais on a eu aussi du -50 pendant 10 jours avant le pôle Sud. Ça a été évidemment les jours les plus difficiles à gérer, notamment pour filmer. Alors à -50, on ne filme pas, mais c'est très compliqué en fait de s'arrêter, ne serait-ce que 3 minutes pour sortir son thermos. À travers ce film et un livre à paraître, le couple, invité en décembre prochain à la COP21 de Paris, cherche à sensibiliser le grand public sur les dangers du réchauffement climatique. On sait que les pôles sont vraiment en danger, on le voit en Antarctique, notamment les barrières comme la barrière de Ross qui se désagrège à cause du réchauffement des courants marins. Et en fait l'objectif, et notamment l'objectif de notre présence à la COP ou du film, c'est de faire connaître l'Antarctique. Des exploits comme celui de Stéphanie et Jérémy Giquel, le festival Fontaine en montagne en présente au public depuis près de 30 ans. C'est le rôle de notre festival, de proposer un plateau, d'aller à la rencontre, un moment de partage avec le public, sans lesquels, effectivement, de jeunes réalisateurs auraient du mal à trouver des chaînes de télévision, à trouver des producteurs, etc., pour réaliser leurs films. Le festival isérois s'achève ce soir avec une nuit du cinéma de montagne, mêlant alpinisme, expédition et rencontre avec les peuples du monde. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ce soir, 19h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Masset pour un nouveau tour de votre actualité.